Bien, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment était née l'homéopathie. D'une part, en réaction à l'allopathie, qui utilisait des remèdes très violents pour soigner les gens, et d'autre part, en faisant appel non pas à la matière, mais à une force vitale qui serait dans les organismes vivants, et en sollicitant cette force vitale, on solliciterait les forces de guérison. Comme je l'ai dit aussi, les allopathes vont se ridiculiser dans la lutte contre le choléra. Les gens vont mourir par centaines. Alors, non seulement ils se faisaient purger, saigner et tout ça, mais en plus ils mouraient. Donc vous comprenez que les malades, ils regardaient plutôt les homéopathes, parce que là, on vous donnait des petits granules de sucre, et non seulement vous guérissiez, mais en plus, ça ne vous tuait pas. Donc, les médecins allopathes du 19e siècle se trouvent face à un problème, c'est que la médecine homéopathique va essaimer comme une traînée de poudre, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, dans le monde entier. On va développer cette médecine homéopathique, vu ses succès dans un grand nombre de maladies. La profession médicale allopathique, elle, est au plus mal, parce qu'ils ont des remèdes qui sont violents, et en plus, ils ont des taux de mortalité qui sont supérieurs à ceux des homéopathes. Moi, j'ai remis l'idée de réagir. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Pourquoi on veut réagir? Parce que, comme je l'ai dit, l'homéopathie s'ancre dans l'alchimie, c'est-à-dire cette idée qu'il existe une force vitale. Donc ça va être un des angles d'attaque, c'est de démontrer que la force vitale n'existe pas. Qu'elle n'existe pas, et donc si elle n'existe pas, l'homéopathie c'est n'importe quoi. D'où, bien sûr, faire évoluer la technique médicale allopathique pour la rendre moins violente. C'est-à-dire qu'on va diminuer les doses, on va essayer de chercher des nouveaux principes actifs, mais on va attaquer le concept de force vitale. On va aussi se dire, si on est au 19e siècle, c'est un siècle qui est très matérialiste, c'est-à-dire qu'on sait maîtriser les machines à vapeur, on a la chimie, il va y avoir la contribution cruciale de Dimitri Mendeleïev, qui va faire le tableau périodique des éléments, qui va rationaliser toute la chimie. Donc, on va voir dans la matière la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de remèdes potentiels, pas simplement les remèdes naturels, il y a aussi tout ce qu'on peut fabriquer chimiquement. Et donc, il y a des gens qui vont se dire, plutôt que d'administrer des produits où il n'y a rien et solliciter une force vitale hypothétique, pourquoi ne pas se baser sur ce qu'on voit, c'est-à-dire travailler sur le corps avec des substances chimiques qu'on va fabriquer et non plus prendre dans la nature. Pour ça, il faut un outil, et cet outil, ça va être un concept qui aujourd'hui est fait office de dogme en biologie, c'est ce qu'on appelle la cellule. C'est-à-dire que pour lutter contre la force vitale, on va se servir d'un outil dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui est le microscope. Le microscope va révéler que, effectivement, quand on regarde un tissu, quand on regarde un organe, on voit que ce tissu, cet organe est fait de multiples cellules, de petits compartiments, qui sont très bien délimités par une membrane. Et le premier qui va constater ça s'appelle Henri Dutrochet, c'est un Français. Il va s'apercevoir que tout organisme vivant est fabriqué de ces compartiments, de ces cellules. On est en 1824, et il va voir aussi que l'eau peut traverser cette membrane. Or, on a vu que l'eau était essentielle à la vie, donc on peut avoir des échanges d'eau, ça s'appelle l'osmose, entre ces compartiments, et on va comprendre que c'est peut-être dans ces échanges d'eau entre compartiments que réside l'activité vitale. La force vitale, c'est en fait un transfert de matière, d'eau, et pas un truc immatériel comme le prévoyaient Paracelse ou les alchimistes ou les Rosicruciens. Alors les idées de Dutrochet, bon, il va avoir un petit peu de mal il va les exprimer de façon assez claire, mais il est français, c'est vraiment le tout début de la théorie cellulaire, surtout les microscopes ne sont pas encore très performants. Ils sont limités par un phénomène qui est l'aberration chromatique. C'est-à-dire que quand vous observez des détails avec des lentilles normales, vous avez une dispersion de la lumière en couleur, ce qui fait que d'abord vous ne pouvez pas voir un détail qui est inférieur à la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire on ne peut pas aller en dessous du micron, mais même quand on est par exemple à 10 microns, on a des franges de couleurs, de réfraction qui apparaissent, et ça perturbe complètement la vision qu'on a de la cellule. Donc, il va falloir attendre que les Hollandais développent ce qu'on appelle les lentilles achromatiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'arrêter de cette dispersion. On corrige la dispersion en mettant une autre lentille à l'inverse
de celles qui dispersent pour annuler la dispersion. Et à ce moment-là, on va révéler des détails absolument fantastiques de ce monde microscopique. Donc ces gros progrès de la microscopie vont être utilisés pour établir le dogme de la biologie cellulaire, omnis cellula et cellula, c'est-à-dire toute cellule provient d'une autre cellule. C'est Rudolf Virchow avec d'autres, mais c'est lui qui va vraiment concrétiser cette idée que quel que soit l'être vivant, à la base existe un petit sac d'huile qui contient de l'eau et que ces sacs d'huile qui contiennent de l'eau peuvent échanger des ions, peuvent échanger des substances organiques et que la force vitale tient à ces échanges et non pas à une considération de l'esprit ou de l'âme comme le prétendaient les homéopathes. Bon là je vais aller assez vite parce qu'on commence à bien connaître l'histoire de ce point de vue-là. La théorie cellulaire va inspirer Louis Pasteur qui va effectivement concrétiser ça dans la microbiologie, c'est-à-dire que lui, il va s'intéresser, il va voir toutes les maladies, non pas comme une maladie qui vient de l'intérieur, comme pensaient les homéopathes, mais comme des agressions depuis l'extérieur d'agents pathogènes qui sont microscopiques, qu'on appelle les microbes, et qui sont là à attendre pour nous rendre malades. C'est toute la théorie pasteurienne. C'est une théorie qui est tout à fait acceptable, d'autant plus qu'elle rentre en résonance parfaite avec toutes les guerres qui agitent le 19e siècle, les conquêtes napoléoniennes. Il y a toujours des envahisseurs contre lesquels il faut se battre. La seule différence, c'est que pour le corps humain, ces envahisseurs ne sont pas visibles, ce sont des microbes. Et par contre, le microscope permet de les traquer, de les identifier, de trouver des remèdes par ce qu'on appelle la vaccination, c'est-à-dire en administrant l'agent pathogène. On va stimuler le système immunitaire pour l'obliger à réagir alors que l'agent pathogène a été tué. Il n'est plus actif. Mais on va utiliser son cadavre pour solliciter le système immunitaire pour qu'il se défende lors d'une prochaine infection. Bien sûr, il n'y a pas que la France, on est dans une époque où il y a la France et l'Allemagne qui se font la guerre. On a toutes les guerres franco-allemandes. Donc tout le travail de Pasteur est suivi de près en Allemagne. Et il y a une petite compétition pour savoir qui des Français ou des Allemands sont non seulement les meilleurs sur le champ de bataille, mais aussi les meilleurs dans les laboratoires. Donc en Allemagne, c'est la figure de Robert Koch. Chez Koch, on va vraiment s'intéresser à la bactériologie, c'est-à-dire à ces micro-organismes qui sont des bactéries. Et là aussi, développer des moyens de lutter contre ces infections bactériennes. Toujours cette idée que la maladie vient de l'extérieur, par des agents invisibles, qui sont les bactéries, là, non plus les microbes de Pasteur. Alors comme on est en Allemagne, et qu'en Allemagne il y a beaucoup de chimie, ils sont très bons chimistes les Allemands, on va très vite découvrir que tous les produits chimiques qui sont fabriqués par l'industrie, alors c'est l'époque des colorants synthétiques, hein. On développe, je vous rappelle que pour colorer un tissu, il faut des colorants, et que jusqu'au 19e siècle, il fallait aller chercher ces colorants. Par exemple, si vous vouliez teindre un vêtement en bleu, il fallait aller chercher le bleu aux Indes. Mais les Indes, c'est pas à côté de l'Europe, hein. Il faut faire venir des bateaux. Et donc, on se dit, en Allemagne, mais pourquoi aller envoyer des bateaux en Inde chercher des colorants? Maintenant qu'on a compris ce que c'était que les atomes et la chimie, on peut fabriquer des substances analogues, ce qu'on appelle les colorants synthétiques. On va les fabriquer chez nous, ce qui évitera d'aller les chercher loin de chez nous. Et ça va être la naissance, donc, de tous les colorants, d'une molécule qui va être symptomatique de cette révolution, c'est le benzène. C'est-à-dire le noyau aromatique. Avec ce noyau benzénique, on va pouvoir faire des tas de matières colorantes, et on va s'apercevoir que ces matières colorantes permettent de colorer la cellule. Donc au microscope, on a non seulement des images de très forte précision, mais en plus on a des colorants qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut encore rentrer encore plus en détail dans la cellule, et surtout on va s'apercevoir que si on donne ces colorants qui n'existent pas dans la nature, si on les donne à des gens qui sont malades, qui ont des infections, par des bactéries, ces gens-là, les bactéries vont mourir. Donc c'est le début aussi de la chimiothérapie, c'est-à-dire cette idée qu'on va soigner une maladie bactérienne par une molécule chimique. Bon, aujourd'hui on appelle ça un antibiotique, mais bon, c'est là, à la fin du 19e siècle, que se cristallise cette idée de l'antibiotique, de la molécule de synthèse qui va permettre de résoudre à peu près tous les problèmes, puisqu'on pense que tous les problèmes viennent d'une agression de l'extérieur. On ne veut surtout pas que ça vienne de l'intérieur, parce que sinon on retombe sur le terrain des homéopathes qu'on veut combattre. Donc il faut absolument que ça vienne de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a une figure emblématique de cette époque qui s'appelle Antoine Béchamp,
qui lui est persuadé que la maladie vient de l'intérieur. Donc il faut faire taire Béchamp à tout prix, parce que si Béchamp a raison, ça veut dire qu'à ce moment-là, on retombe dans les délires des homéopathes, et on va avoir beaucoup de mal à développer donc cette médecine chimique qui considère que tout vient de l'extérieur via des agents pathogènes. Alors Paul Ehrlich, donc, qui est le père de la chimiothérapie, va inspirer donc des médecins. Il est bon de citer la figure de Sir William Osler, qui est le père de la médecine hospitalière, qui est en fait le dernier grand médecin humaniste qui va exister, parce qu'après on va voir que la médecine va prendre un tour extrêmement inhumain. Osler est le seul qui avait encore une certaine lucidité. Pourquoi ? Bien parce qu'il va écrire un livre qui va révolutionner la pratique médecine en hôpital. Il est co-créateur du Johns Hopkins Hospital aux États-Unis. Il est canadien d'origine. Mais surtout, son livre va inspirer un révérend, le révérend Frederick Tyler Gates, qui est le conseiller financier de John Davison Rockefeller. Le révérend Gates est en charge de gérer la fortune des milliards de dollars qui viennent de la fondation Rockefeller, qui a fait de son argent après la guerre de sécession dans la commercialisation du pétrole. Je ne vais pas raconter l'histoire ici, mais le pétrole va prendre une importance extrêmement importante après la guerre de sécession aux États-Unis. Rockefeller va devenir abominablement riche. Il va employer beaucoup de gens et vers la fin de sa vie, il va embaucher ce révérend pour gérer sa fortune parce qu'il est occupé. Et ce qui va être assez, à la fois amusant mais triste aussi, c'est que Rockefeller est un personnage du 19e siècle. Et or, comme je l'ai dit, au 19e siècle, c'est l'homéopathie qui est perçue comme la médecine de choix. C'est-à-dire que tous les grands de ce monde, que ce qui soit industriel, toute personne un peu éduquée ou noble se soigne par homéopathie, et sûrement pas par allopathie. Donc Rockefeller va comprendre qu'il se soigne par homéopathie exclusivement, mais il va comprendre qu'il faut aussi développer un petit peu, il n'y a pas que l'homéopathie, et il va engager Frederick Tyler Gates pour gérer sa fortune et créer un institut. Et il va donner comme consigne à Gates de mettre la moitié de sa fortune sur des recherches en homéopathie et l'autre moitié de sa fortune sur des recherches en allopathie, avec l'idée de développer les deux puisque les deux sont efficaces. La seule chose qui va se passer, c'est que Gates, lui, n'est pas du tout favorable à l'homéopathie parce qu'il a des convictions religieuses et que l'alchimie, tout ça, ça le révulse un petit peu. Donc il va ignorer les consignes de son patron, il va donner tout l'argent à la recherche en allopathie, enfin $0 pour la recherche en homéopathie, ce qui va avoir pour conséquence, comme on le verra dans une autre vidéo, que l'homéopathie, après avoir été la médecine du 19e siècle, va régresser complètement pour laisser place à ce qu'on appelle la médecine scientifique.